bienvenue dans Une semaine dans le monde. C'est toute l'actualité de la semaine décryptée par nos éditorialistes. À peine élu, François Hollande n'a pas chômé. Le week-end dernier, le président français était au sommet de l'OTAN et du G8 aux États-Unis. Mercredi, il était à Bruxelles pour assister à son premier sommet européen. Et ce vendredi, il a effectué une visite surprise en Afghanistan. Alors, quel regard nos invités portent-ils sur les premiers pas diplomatiques de François Hollande? Nous leur poserons la question dans un instant. Les Égyptiens ont voté pour une élection présidentielle inédite, la première de l'histoire du pays qui se veut libre et transparente. Les premiers résultats partiels donnent le candidat des frères musulmans gagnant au premier tour. En tout cas, c'est ce qu'affirme la confrérie. Mohamed Morsi pourrait affronter au second tour l'homme de l'ancien régime, Ahmed Shafik. Alors que la campagne s'est bien déroulée jusqu'à présent, faut-il craindre un retour à la violence pour le second tour? Et puis nous parlerons de l'entrée en bourse de Facebook. Ça a été un flop. L'occasion de s'interroger sur ce phénomène Facebook. Cette semaine, nous sommes avec Ana Navarro-Pedro. Bonsoir Ana. Vous êtes correspondante à Paris pour le magazine portugais Visao. Éric Fotorino, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste, auteur des Héritiers de la République et c'est aux éditions Calman Lévy. Avec nous François Dorcival, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine, auteur du nouveau roman de l'Élysée et c'est aux éditions du Rocher. Et puis avec nous Ziad Limam, bonsoir Ziad. Vous êtes le directeur du mensuel Afrique Magazine. François Hollande était donc ce vendredi en Afghanistan pour une visite surprise. Le président français est venu expliquer le retrait anticipé des soldats français. On l'écoute. Notre retrait sera ordonné et coordonné. Plus de 2000 d'entre vous seront rentrés en France avant la fin de l'année. C'est un défi important en termes d'organisation, en termes de logistique. Le général l'évoquait, c'est une véritable opération qui va avoir lieu, avec des risques qui doivent être maîtrisés. Le temps de la souveraineté afghane est venu. François Dorcival, est-ce qu'on peut dire qu'il a été bon, François Hollande, pour ses premiers pas sur la scène diplomatique? Finalement, il a remis la croissance au centre des débats. Il a fait avaler aussi la pilule à Barack Obama concernant le retrait anticipé. D'abord, il a été le président de la République. Et le président de la République, dès qu'on est élu et investi, eh bien, on est plongé sur la scène internationale. C'est chaque fois ainsi. Il se trouve que cela coïncidait avec un certain nombre de sommets qui se sont succédés. Il avait des idées à présenter, il l'a fait, et nous en tirons beaucoup de gloire à cause du mot croissance. Tout ça, c'est très bien dans le décor, dans la réalité, nous restons dans le cadre de la crise. Ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est dit au sommet de l'OTAN sur l'Afghanistan et le geste qu'a accompli aujourd'hui François Hollande dans le pays même, parmi les soldats français. Nous allons voir l'évolution de la stratégie entre ce qui était de la campagne électorale et ce qui sera la campagne du retrait. Et donc les choses vont devenir beaucoup plus compliquées dans la réalité par rapport à ce qui était évidemment annoncé. Est-ce qu'il vous a plu cette semaine? Est-ce que vous vous êtes dit... Vous n'y arriverez pas, Vanessa. Non, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le président de la République dans son action sur le terrain et le théâtre international. Et voilà. Mais il y en a certains qui ont été bluffés quand même, qui ont dit, il est quand même bluffant, il a fait revenir la croissance au centre des débats, il a fait avaler la pilule à Obama. Bon, est-ce qu'il vous a bluffé, François? Mais bluffé pourquoi? Écoutez, franchement, cette histoire de croissance, tout le monde ne peut que souhaiter la croissance. Que Obama ait inscrit cela dans ses propos, c'était déjà le cas. Obama, il ne faut pas oublier qu'il est en campagne électorale lui aussi et qu'il a grand besoin d'une économie qui se redresse et nous de même. Donc je dois dire que tout ça, la question qui est posée, c'est quelle sera la réalité de la croissance dans les mois et les années qui viennent. Pour le moment, nous sommes dans la crise. On en est très loin, oui. Éric Fotorino, alors vous l'avez trouvé comment, François Hollande, cette semaine, sur la scène internationale? J'ai observé comme tous les Français. D'abord, je me suis dit, que fera l'ancien maire de Tulle, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, dont on disait qu'il n'avait eu à gérer finalement que des petits conflits au sein d'un parti politique, qui n'avait pas eu de responsabilité gouvernementale, ministérielle, a fortiori pas présidentielle, et donc on le voit tout d'un coup dans les habits du président. Donc il y a effectivement une curiosité.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fait les choses avec un certain sang-froid, avec une certaine dignité. Je pense qu'il a représenté la France comme se devait de le faire un président de la République. Je pense qu'il a été un peu rapide quand il a dit, après le G8, que déjà il avait accompli ce à quoi il s'était engagé dans son mandat. Il ne faut pas aller trop vite. C'est vrai qu'il a en effet porté ce mot et cette notion de croissance. Maintenant, la croissance, c'est un peu comme les chemins qui vont à Rome. Comment on y va? Et il n'a pas dit si c'était par des relances keynésiennes ou si c'était par précisément le respect d'un certain nombre de règles budgétaires, d'équilibre très stricts, très rigoristes. Donc ça, on n'y est pas encore. Maintenant, si on prend les communiqués du G8 de ces dernières années, le mot croissance y était souvent. Donc si vous voulez, je ne pense pas que ce soit tant le mot croissance, mais c'était de voir comment il allait se comporter en effet dans ce cénacle du G8. Et il y avait le concours de pull-over. Lui, il était avec sa veste de costume sans la cravate, qui est toujours un peu de travers. D'ailleurs, j'ai vu aussi en Afghanistan. Bon, c'est des détails. Et au-delà de ça, je pense qu'effectivement, il a fait 4 déplacements. On n'a pas dit celui qu'il a fait aussi à Berlin, qui était important, et qui, je pense, celui-là, de longue main, va être à suivre sur les relations, sur notamment les eurobonds, l'endettement, etc. Donc, bon, je trouve qu'il a fait son travail de chef d'État. C'est ce qu'on attendait de lui. Et ça montre quand même, si on veut avoir un regard peut-être très politique, qu'il était préparé et qu'il était prêt, d'une certaine manière, à exercer ce mandat. Ana Navarro-Pedro, excusez-moi. Ana Navarro-Pedro, vous l'avez trouvé comment, vous? Alors, d'abord, je trouve très marrant, il n'y a qu'en France qu'on se pose cette question-là. Il n'y a que les Français qui se demandent est-ce qu'il a été bon sur la scène internationale. Parce que pour les autres, dans tous les autres pays, quand arrive un nouveau leader, que ce soit Premier ministre ou Président, il n'est pas tellement connu. Barack Obama n'était pas tellement connu. Merkel n'était pas connu au départ. Cameron, qui savait qui c'était, Rajoy en Espagne, Zapatero avant lui. La question ne se pose même pas. À partir du moment où on arrive, on est élu, on arrive dans un cénacle, on est admis et effectivement... Mais est-ce que lui, au Portugal, on ne l'a pas suivi quand même de près? Parce qu'on sait que le Portugal subit aussi de plein fouet la crise, des plans d'austérité. Et puis il y a cet homme qui arrive et qui dit maintenant, il y a la croissance, ça marche plus, ces plans, etc. Alors vous l'avez... Voilà, on est sauvé. Est-ce que pour vous, c'est le sauveur? Non, il y a un espoir. Dans un pays, il ne s'agit pas d'être sauvé par Hollande avec, je ne sais pas, des monceaux de billets. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'autres questions. Effectivement, si on parle de croissance maintenant, c'est un euphémisme pour dire que l'austérité est en train de faire beaucoup de mal en Europe. Elle est peut-être en train de tuer en Europe. Elle est en train de tuer les plus âgés qui ne peuvent plus se soigner, ne peuvent plus se nourrir correctement, n'ont pas plus bien chauffé pendant l'hiver. Donc ça, les statistiques le prouvent. Mais deuxièmement, elle est peut-être en train de tuer l'Europe aussi, parce que quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de ce cycle de récession en Europe? Donc si on parle de croissance, c'est vraiment un euphémisme pour dire peut-être que l'austérité doit être un peu matinée, doit être un peu nuancée actuellement. Est-ce que cette politique extrêmement ultralibérale, fouettarde que nous avons en Europe, est-ce qu'on ne doit pas mettre un peu, maintenant, c'est pas de l'eau dans notre vin, et changer de cap? Cela dit, c'est vrai, sur les épaules de Hollande repose maintenant l'espoir de beaucoup de gens, trop d'espoir, qu'il pourra lui-même, tout seul, changer le cap de l'Europe. Et ce n'est pas le cas. Ça a été très rafraîchissant de ne pas le voir en train de recevoir des ordres de Merkel dans un sommet européen. Ça, on a... En tout cas, jusqu'à présent, ça c'est peut-être le préambule. On verra peut-être après les législatives. Je pense quand même qu'il ne faut pas sous-estimer ces premières semaines. On a l'air de dire que finalement, c'était un peu prévisible, qu'après tout... voilà. Moi, je trouve quand même que, ce que vous disiez d'ailleurs, que pour l'ancien maire de Tulle et l'ancien patron du Conseil général, comme disaient les Américains, le président de la Corrèze, c'est quoi, c'est où? Je trouve quand même qu'il est très préparé sur le plan personnel, sur le plan mental. Je trouve que les équipes autour de lui, ce n'est pas des gens qui débarquent. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'expérience, des dossiers qui étaient préparés depuis des mois, visiblement, à être là. Et sur le plan de l'impact sur l'opinion publique internationale, c'est pas négligeable. C'est-à-dire, c'est pas une espèce de France qui débute avec des types qui s'installent dans des bureaux, qui savent pas quoi faire. Ça, c'est chez nous, pas chez eux. Non. Je pense qu'en face, les gens ont été surpris. Je pense qu'Angela Merkel a été surprise. Elle a été surprise de voir comment le rapport de force dans un Conseil européen pouvait, sur un effet comme ça, être différent. Et quand une opinion publique portugaise ou espagnole ou italienne dit « tiens, il se passe quelque chose à Bruxelles, tiens, peut-être que le rapport de force est différent », je pense que c'est important. Il y a des symboles aussi. Je ne veux pas rappeler, parce que je suis magnanime, je ne veux pas rappeler l'Airbus présidentiel qui faisait Paris-Bruxelles, mais quand on voit un président qui fait Paris-Bruxelles en train... Oui, je sais. Oui, c'est un peu démago. Ça ne va pas durer très longtemps. Non, mais pourquoi? On n'en sait rien.
Pourquoi, Oui, pourquoi enfin, ça ne durera pas l'agenda, longtemps? mais son agenda va être tellement chargé Je qu'il va n'en peut-être sais pas rien. se En tous permettre les de cas, faire, on a un président qui a dit qu'il serait modeste, et les premiers gestes qu'il fait sont des gestes de modestie. Et c'est relativement efficace. Donc donnons-lui une fleur. Je trouve que ce monsieur qu'on a traité quand même beaucoup de flambis, de trucs molles, de rien du tout, de mollassons, je trouve qu'écoutez, on a un président de la République qui a une équipe, qui sait ce qu'il fait, qui se déplace, qui prend des décisions. C'est pas si mal que ça. Nous verrons ce que... Pour les premières semaines. Oui, non, mais les premières semaines sont des semaines, vous l'avez très bien expliqué, ce sont des semaines où l'on apprend à connaître. Voilà. Oui, mais Il quand s'est Ziad Imam, présenté François Dorcy... à ses homologues, et les homologues en question l'ont découvert, puisqu'ils ne le connaissaient pas physiquement, et de la manière qu'il a de s'exprimer, de dire son point de vue, de défendre ses arguments. Donc tout ça, c'est nécessaire dans le club international. François, les eurobonds étaient morts. Non mais attendez, c'était mort il y a 3 mois, plus personne n'en parlait, c'était hors circuit. Mais jamais. Ce n'est plus tout à fait hors circuit. Mais bien sûr. Oui, mais c'est une diversion, par rapport à la Grèce. On ne va pas centrer tout notre propos sur les eurobonds. Non, je ne centrerai pas. Il faudra un certain temps avant que ça vienne. En revanche, nous sommes plongés dans l'affaire de la Grèce. Il se trouve que le deuxième tour de nos élections législatives ont lieu le même jour que les élections en Grèce. Donc les deux résultats vont être importants le 17 juin. Et tout ce qui compte dans une négociation internationale, ce ne sont pas les communiqués, c'est l'action qui suit. Les communiqués indiquent une direction qui est toujours celle du consensus. Et tout le monde se met d'accord. On ne veut pas de crise, ni à l'OTAN, ni au sommet européen, ni dans les dîners européens, parce que chacun a besoin de l'autre. Et donc, en effet, le sujet numéro 1 sera que sortons-nous de ces premiers pas, qui sont des premiers pas, en effet, dignes d'un président de la République française. Bien, mais... Voilà. Oui. Les changements de mots ne sont pas que sémantiques. Le fait que le débat se soit légèrement déplacé sur les moyens de la croissance, comme disait Eric, comment on la fabrique, comment on la fait, c'est quand même très important. Et c'est quand même de l'espoir pour un certain nombre de gens en Europe qui subissent de plein fouet l'ajustement social qu'on leur impose. Et je rappelle que l'ajustement social, il touche les classes moyennes et les petites et les petites gens. Avec des recettes qui datent du Fonds monétaire national qu'on a appliqué au Burkina et au Mali il y a 25 ans. Non, mais donc pourquoi je veux dire, c'est pas... on a appliqué ces recettes? D'ailleurs, elles n'ont pas marché en Afrique non plus. On a mis les pays à genoux. Ouais, d'accord. On n'a pas investi dans le public. Malheureusement, il y a un fait quand même. Malade est guéri, mais il meurt, évidemment. Mais le fait auquel on n'échappe pas, c'est la dette et les déficits de chacun de ces pays. Bien sûr. Pourquoi ces pays se sont-ils lancés dans l'endettement à ce point? J'aimerais pouvoir vous rassurer là-dessus, parce que le Portugal était moins endetté que la France ou l'Allemagne en 2007, au moment où commence la vraie crise financière et économique en Europe. Donc, regardez la table des statistiques Eurostat, indiscutable, sinon OCDE. Portugal, Espagne, moins endetté, avec des budgets équilibrés pour l'Espagne. Et la bulle immobilière en Espagne qui a tout fait sauter. Alors, il y avait une mauvaise gestion, il y avait certainement des erreurs, mais il faut arrêter de ce dogme absolu que ces pays sont excessivement endettés parce qu'on l'était moins. La dette n'était peut-être pas celle qui devrait être par rapport aux économies et aux structures économiques de ces pays. Ça, c'est sûr, mais on était dans les limites de Maastricht. Et on était mieux que la France ou l'Allemagne. Donc il y a des questions, il y a des dogmes absolus dans cette histoire dont on ne se défait plus, mais c'est dommage parce qu'ils nous emmènent vers de mauvais chemins et de mauvaises solutions. Et Éric Fotorino, un mot aussi sur la relation franco-allemande. Ziad Imam dit que le rapport de force est peut-être en train de s'inverser dans ce couple franco-allemand, ou peut-être de se rééquilibrer. Est-ce que c'est votre sentiment également? En tout cas, vous vous souvenez qu'Angela Merkel n'avait pas souhaité recevoir le candidat François Hollande et qu'elle avait, à un moment donné, on avait compris qu'elle allait soutenir Nicolas Sarkozy, qu'elle serait même venue à un de ses meetings. Bon. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il est certain qu'il y a une forme de rééquilibrage. Mais je pense quand même qu'il y a une dimension qui existe aussi pour François Hollande, qui avait existé pour Lionel Jospin quand il était devenu Premier ministre, dans un autre contexte de cohabitation, c'est la chance. Et c'est vrai que quelquefois, vous ne savez pas comment tout ça vient, mais Jospin, quand il devient Premier ministre, à un moment donné, la croissance revient. Et pendant plusieurs années, il y a la croissance. Et effectivement, je pense que aujourd'hui, alors la croissance, c'est pas comme disait De Gaulle, il faut sauter sur une chaise en disant la croissance, elle va revenir. C'est pas de l'incantation ou du vaudou. Mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, il y a en effet une sorte de consensus pour se dire l'austérité tue.
au bout d'un moment, ou alors fait monter les extrêmes. Regardez, le jour de l'élection de François Hollande, il y a l'élection grecque, et ce tour-là est terrible et funeste pour, j'allais dire, l'Europe classique dans ses volontés, dans ses intentions. Quand vous avez les partis nazis et d'extrême gauche, très très à gauche, qui prennent l'ascendant sur les partis classiques, vous dites on est allé trop loin. Donc effectivement, moi aussi j'ai en tête les plans d'ajustement structurel d'une autre époque du FMI, de la Banque mondiale, en Afrique et dans d'autres pays dans les années 80, où on disait c'est une thérapie de choc, mais c'était une choc sans thérapie aussi. Donc je pense quelquefois quand le choc n'est pas accompagné vraiment d'un redressement du malade, mais en tout cas nettoie toutes ses cellules, mais le fait qu'il ne bouge plus les pieds, je crois que personne n'a gagné. Parce qu'on est dans un monde justement ouvert, avec des échanges commerciaux, avec des échanges globaux, et ça c'est très important. Voilà, donc je pense qu'il y a à la fois peut-être un début de rééquilibrage, mais surtout la prise de conscience qu'il y a un danger à avoir des politiques d'austérité qui ne sont pas des fins en soi. François Dorcival, vous pensez qu'ils vont trouver un compromis, la chancelière allemande et François Hollande, notamment sur la question des eurobonds? Écoutez, le compromis, il est indispensable. Il ne peut pas y avoir de rapport franco-allemand sans que la France et l'Allemagne s'entendent, parce que c'est indispensable à la bonne stabilité de l'Europe. Donc ça, c'est nécessaire, et évidemment, cela se fera. Maintenant, il y a des différences d'appréciation, de doctrine, et pas seulement de doctrine, concrète sur un certain nombre de points. Les eurobonds en sont un. Qu'est-ce que c'est que les eurobonds? Et donc on trouvera d'autres trucs qui seront les europrojects, etc. Les eurobonds, ça consiste à mutualiser les maladies de tout le monde, à les mettre ensemble pour que ensuite l'Allemagne paye. Naturellement, l'Allemagne ne veut pas payer pour les pays du Sud qui ont besoin de faire des efforts de gestion. La question numéro 1, ce n'est pas celle-là. C'est que va-t-on faire pour et avec les Grecs? Ça, oui, c'est une question. En effet, la question posée aux Grecs est la suivante. Le 17 juin, voulez-vous ou non rester non seulement dans l'Europe, mais dans l'euro? C'est pas tout à fait la question. Non, c'est pas la question qu'on leur pose de manière germanique. Oui, mais c'est possible. Eux, ils disent on veut bien rester dans l'euro, mais on veut pas on veut pas être payé 150 euros par mois et 22 $ d'euros par retraite. À cela, les Européens, le FMI et la Banque européenne répondent. Nous avons mis au point un plan d'aide de 170 milliards d'euros supérieur au budget de la Grèce. Quelle est la contrepartie? Si politiquement vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, comment voulez-vous que nous continuions, nous, à vous apporter des milliards d'euros? On fait une petite pause, on va se retrouver dans un instant pour la deuxième partie de notre semaine dans le monde et nous parlerons de cette élection présidentielle en Égypte et de l'introduction en bourse de Facebook. À tout de suite.